mettre parce que j'ai sûrement Moi, perdu. j'ai plus votre mail. On vous donnerait tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Capucine? Parce que maintenant, je vois comme Moi, je suis pas dans l'ordre. S'il vous plaît. Vous pouvez me mettre. Voilà. Hop. Oui, monsieur. Regardez-moi. Merci beaucoup. Vous chacun un micro en reçu. Je disais, mais oui, mais c'est parce que la caméra est réglée par rapport à l'axe. C'est possible de télécharger. Vous pouvez vous mettre comme vous... Ah, vous préférez vous mettre dans un coin comme vous voulez. Comme vous souhaitez. Donc on a quand même beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à prendre des points avec vos réponses. Ah ouais, allez-y tranquillement. Et je pense que le président de la République de présentation, je ne peux pas me permettre de prendre 50 minutes pour les questions par rapport à ça. Je poserai une question à la fin, je me donnerai à la fin si c'est des questions, mais je vais pas répondre avant. Là, il faut amorcer avec les questions préparées. Il y a un jingle d'ouverture, une petite musique, ou on fait comme ça? Et je commence à parler? D'accord. La vidéo, elle est 2 minutes après l'introduction. Ok. Comme vous voulez, c'est vous qui me dites. L'année dernière, c'était pareil. Ne vous inquiétez pas. Hein? Ouais. D'ailleurs, l'année dernière, elle m'avait dit, parce que c'était Alexandre Marx qui était à votre place l'année dernière, elle m'avait dit, ah ouais, non, mais il faut pas la mettre aussitôt, parce qu'ils sont tous... je crois qu'il faut une grosse bringue, ouais, le jeudi. Vous avez pas fait la fête, vous? On peut commencer? 1, 2, 3. Bonjour à tous et bienvenue pour une des conférences les plus attendues de Patrimonia. Et je vais accueillir ce matin 2 acteurs phares de la finance positive qui sont pétris de conviction et qui incarnent, vous allez l'entendre, une véritable philosophie de vie. Fanny Letier, François Poupée, bonjour à tous les deux. Soyez les bienvenus. Fanny, vous êtes entrepreneuse puisque vous êtes cofondatrice de Généo, vous êtes investisseuse, visionnaire et vous allez évoquer avec nous ce matin à la fois vos certitudes, vos espoirs, vos combats également, votre parcours. On en est absolument ravis. À vos côtés, pour ce regard croisé, François Poupée, vous êtes également
entrepreneur, vous êtes spécialiste du private equity et vous êtes le fondateur de Bowi. Vous allez nous raconter la genèse et ce qu'est Bowi et puis les espoirs que vous nourrissez également pour la finance durable. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous le voyez sur la slide qui est derrière moi, nous avons un invité mystère. Je vais lever le voile sur son profil. Il s'agit de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il va nous présenter le Fonds régional d'investissement dans les PME ETI qui a été mis en place par cette région. On va l'entendre tout de suite. Regardez, c'est parti. Je vais adresser quelques mots à chacun d'entre vous à l'occasion de cet événement qui est quand même une fierté pour notre territoire. Accueillir un salon comme Patrimonia avec autant d'exposants, autant de professionnels de conseil en patrimoine, c'est une chance incroyable pour notre territoire. Je sais à quel point vous avez été capable d'installer sur la durée la notoriété de ce salon qui s'est imposé comme un rendez-vous incontournable. Et puis, on va dire que dans un pays qui pratique le quoi qu'il en coûte et donc l'explosion de la fiscalité, honnêtement, le conseil patrimonial, à mon avis, a de beaux jours devant lui. Maintenant, je voulais m'adresser à vous sur un sujet qui est le thème de réflexion que vous avez, qui est, au fond, comment est-ce qu'on oriente de l'investissement en direction des PME et des ETI. Cette question, à mon avis, est absolument centrale pour notre avenir. Si on veut arriver à défendre notre tissu économique, si on veut arriver à gérer la relocalisation, si même on veut arriver à réussir le défi environnemental, la première chose qu'il faut faire, c'est fortifier nos propres entreprises. N'oubliez jamais ce chiffre. La première cause d'émission de CO2 en France, c'est nos importations. On veut agir pour l'environnement, on aide nos entreprises à se développer et on les conforte. Un des enjeux extrêmement importants, c'est notamment de faire en sorte qu'elle passe de la taille de PME à ETI. Vous savez que notre région est la première région industrielle de France. Elle est dans les 5 plus grandes régions industrielles d'Europe. Parce que chez nous, on n'a jamais renoncé à l'industrie. Parce qu'on est dans une région où on croit aux entreprises familiales. Parce que j'ai beaucoup de family office qui vont aussi bien du groupe Mérieux en passant par Somfy ou en passant par des groupes de plus petite taille. Parce que j'ai des entreprises familiales aussi bien Obut que Chamatex qui fabriquent des sneakers pour Babola ou Salomon et qui sont des extraordinaires réussites entrepreneuriales. C'est des opportunités d'investissement pour vous. Or, ce qui me frappe beaucoup en conseil patrimonial, c'est que trop souvent, on ne donne pas du sens. En tout cas, à mon avis, on peut donner plus de sens. Donner du sens, c'est permettre à quelqu'un qui veut investir son argent de lui dire on va essayer de vous faire du conseil pour vous apporter la garantie que votre argent sert à l'avenir de notre pays. Que votre argent s'investit dans des PME, des ETI qu'on va faire grandir. Que votre patrimoine va contribuer au redressement du pays. Ça ne veut pas dire investir sur n'importe quoi. Ça ne veut pas dire avoir moins de taux de rentabilité. Ça veut juste dire essayer d'éveiller cette conscience. En fait, le moment où je me suis dit ça, c'est quand j'ai poussé la porte du Crédit Agricole chez moi et que je les ai interrogés sur est-ce que vous avez un produit d'investissement où vous m'apportez la garantie que mon argent va rester investi dans la région. Ce produit n'existe quasiment pas. Vous pouvez avoir un produit environnemental, mais il va aller s'investir dans la forêt amazonienne ou dans des trucs au Vietnam et pas avec la garantie d'une traçabilité de votre investissement. C'est comme ça que l'idée est née de lancer le fonds souverain de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'objectif est d'avoir un fonds souverain qui est uniquement investi sur des entreprises de la région. Le politique ne s'occupe pas des décisions, sinon c'est la catastrophe. On confie ça à une équipe, notamment Ciparex, qui gère ça pour nous, qui prend ses décisions d'investissement sur la base d'une bonne rentabilité, mais aussi avec une logique d'accompagner la montée en puissance d'industrie qu'on veut fortifier. Ce fonds souverain, c'est une grande première, nous l'avons ouvert aux particuliers. Grâce notamment au partenariat qui a été fait avec Groupama, pour la première fois dans notre pays, le fonds souverain de la région est ouvert à l'investissement de particuliers individuels qui peuvent affecter leur argent. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous rejoindre avec des family office qui viennent investir à l'intérieur de ce fonds. Et c'est juste ce tout petit élément que je veux partager avec vous. Faites du bon conseil en patrimoine. Aidez vos clients à pouvoir rentabiliser au maximum leur argent. Tout ça, c'est très positif. Et c'est nécessaire. Mais rajoutez en plus ce petit supplément que vous pouvez proposer en essayant à chaque fois de dire « et si on investissait sur des PME françaises ? Et si on investissait sur des ETI françaises ? Et si on participait aux côtés du Fonds souverain de la région Auvergne-Rhône-Alpes à redynamiser notre économie ?» Ce raisonnement, les Allemands l'ont.
L'Italie du Nord l'a, les Suisses l'ont et ô combien, les Autrichiens l'ont. Nous, il faut qu'on prenne le drapeau. Ça ne veut pas dire faire des moins bons investissements, ça veut dire faire des excellents investissements et des investissements qui contribuent à la reconstruction économique de notre pays. Merci à tous. Merci de votre confiance et bon salon. Fanny, François, j'imagine que les mots de Laurent Wauquiez résonnent évidemment au vu du business que vous avez créé. Cette notion de sens, de responsabilité, elles sont toutes les deux primordiales dans les business que vous avez créés. La finance positive, Fanny Lethier, elle est devenue un moteur, elle est devenue, je dirais, un levier dans votre travail, dans votre quotidien. J'ai envie qu'on commence par une définition de ce concept. Quelle est votre propre définition de la finance positive ? Bien, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. La finance positive, je crois que Laurent Wauquiez l'a très bien dit, c'est celle qui va concilier performance et sens parce qu'elle est fondamentalement tournée vers l'économie réelle. L'économie réelle, c'est ces PME, ETI qui peuplent nos territoires et qui constituent la principale réserve de création de valeur et de création d'emplois. Il faut savoir que quand on crée un emploi dans une ETI, on crée 3,5 emplois dans l'économie par l'effet d'entraînement que vont avoir ces locomotives partout dans les territoires et sur leur chaîne de valeur. Alors c'est une finance tournée vers l'économie réelle et qui va devoir en fait mettre à disposition de ses dirigeants, de ses équipes, de ses salariés, les moyens de leurs ambitions. Et pour ça, la raison d'être de Généo, elle s'articule finalement autour de quatre caractéristiques. Une finance positive, c'est d'abord une finance qui donne de la sérénité pour entreprendre de grandes choses. Et pour ça, il faut sortir de la culture de l'urgence, sortir du court-termisme et mettre à disposition des véhicules d'investissement de long terme qui permettent aux entreprises de passer les cycles avec confiance, de continuer à investir par tous les temps et de forger des champions qui, en fait, pourront partir depuis leur territoire local à la conquête du monde par l'innovation, par la compétitivité. Ça suppose, en fait, de créer des véhicules de long terme. Deuxième élément, reconnaître que le capital financier, c'est bien, mais c'est juste de l'essence dans le moteur et que l'essentiel, c'est le capital humain. Donc comment aujourd'hui, nous, les financiers, changeons la façon de faire notre métier pour leur mettre à disposition des ressources humaines, parce que la première pénurie, c'est la pénurie de talents, et puis de l'expertise dans un monde de plus en plus complexe où on ne peut pas demander aux chefs d'entreprise d'aborder tous les sujets tout seul. Troisième élément, revoir le partage de la valeur et faire en sorte que toutes les parties prenantes aient intérêt à ce développement parce que le partage de la valeur au départ aligne les intérêts. Et donc partager la valeur, ça veut dire avec les investisseurs, avec les équipes de gestion, mais aussi avec les dirigeants, mais aussi avec l'ensemble des salariés et peut-être redonner aussi à la société et au territoire ce qu'ils ont permis aussi de créer. Enfin, quatrième point, une finance positive, c'est une finance consciente de sa responsabilité sociétale et qui va rechercher en fait un impact sociétal positif à travers la stimulation de l'innovation, innovation produit, innovation service, innovation procédé, pour finalement faire en sorte qu'on ne se contente pas de faire de la RSE, on ne se contente pas d'essayer de diminuer comme on peut nos effets négatifs, mais on innove pour changer la façon dont on fait nos métiers et avoir directement un impact positif. Merci Fanny. Alors 4 points, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de détailler chacun de ces points tout au long de cette conversation. François, je me tourne vers vous. Vous vous connaissez bien avec Fanny puisque vous évoluez sur les mêmes territoires. Pour autant, est-ce que votre définition est scrupuleusement identique à celle de Fanny ? D'abord, bonjour à tous. Alors, effectivement, on se connaît bien avec Fanny, parce que moi, je suis dans le métier depuis pas mal de temps. Donc, au bout d'un moment, le microcosme du private equity, on se connaît un peu tous. Moi, je partage beaucoup de ce que tu as dit sur ce concept de finance positive, même si moi, je préfère le concept de finance durable, parce que je trouve finance positive, ça veut dire qu'il y a eu de la finance négative. Et je n'ai pas l'impression que les 25 dernières années, j'ai fait de la finance négative, alors que le concept de finance durable est complètement intégré dans le concept de développement durable. C'est pour ça que je préfère rapporter les deux, puisque la finance, mon sens à moi, mais par contre sur le détail de ce que tu as dit, ça se rejoint, c'est de la sémantique, mais la finance durable, elle est là pour contribuer au développement durable des PME. Et nous, notre métier
d'investisseurs dans les PME, au-delà d'apporter de l'argent pour le développement, pour la transmission de la PME, c'est de les amener sur des trajectoires de développement durable. Et là, les concepts théoriques, méthodologiques du développement durable sont maintenant bien établis. Et donc, c'est pour ça que je préfère ce terme. Mais c'est à peu près la même chose. Et sur les quelques éléments de fondamentaux que tu as dit, moi, je partage. Effectivement, notre vocation, c'est d'accompagner, d'aider les entrepreneurs à faire un bout de chemin pour avancer dans leur trajectoire de développement. Et à générer un impact sociétal positif. Alors, avant d'entrer dans le détail de Bowie et de Génévo Capital, qu'est-ce que c'est un impact sociétal positif? J'aimerais que vous nous donniez des exemples, que vous illustriez avec des entreprises que vous accompagnez. François. L'impact sociétal, c'est... Alors, si je prends des exemples très concrets, vous prenez une entreprise, je prends des exemples d'entreprises que je connais, une entreprise qui fait de la maintenance informatique, par exemple, de l'infogérance, qui a un parc de véhicules de, on va dire, 300 ou 400 véhicules. Qui polluent, qui sont tous des véhicules, des camionnettes diesel. Là, vous pouvez dire, c'est comme ça, il faut bien le faire. Vous pouvez dire, je vais réfléchir à un vrai plan d'action pour changer mes routes et mes organisations de visite, apprendre à tous mes 400 conducteurs l'éco-conduite, parce qu'on sait bien que quand c'est des camionnettes, les gens conduisent comme des malades en général. Là, il faut leur dire non, on fait des cours de formation pour dire non, on n'est pas obligé de rouler vite, on n'est pas obligé de démarrer vite, on économise. On change les véhicules selon les besoins, on n'est pas toujours obligé d'avoir des camionnettes, et on passe petit à petit avec un parc électrique. Au bout du compte, si vous avez fait ça au bout de 3-4 ans, en sonnant et trébuchant, en économie de bilan carbone, c'est juste majeur, c'est juste important, et il y a des entreprises dont le sujet, ce sera celui-là, de passer sur une flotte. Et là, vous avez un impact sociétal sur l'aspect environnemental, évident. Voilà, ça c'est le premier exemple qui me vient, mais il y en a plein d'autres. Il y en a... Un des exemples classiques, c'est la relocalisation dont tout le monde parle. Vous êtes un fabricant de meubles, un distributeur de meubles, tous vos meubles sont fabriqués en Chine. Le projet de développement durable, ce sera peut-être de faire en sorte que dans 4, 5, 10 ans, vous soyez passé de 100% de meubles fabriqués en Chine à 100% fabriqués en France ou en Europe. Bilan social fort, puisque ce n'est plus des Chinois et des enfants qui travaillent, ce sont des gens d'ici, avec des normes sociales qui sont quand même un peu plus évoluées. Et puis bilan carbone, puisque au lieu d'envoyer du bois en Chine, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe, le bois part d'Europe à Chine, et ensuite ça revient en meubles, avec un bilan carbone qui est vraiment détestable. Donc voilà, ça c'est un impact sociétal concret, qu'on peut chiffrer et qu'on peut suivre dans la durée. Fanny, est-ce que vous avez des exemples à vous sur les 25 entreprises que vous accompagnez déjà? Et je veux bien que vous nous en donniez un. On va les distiller tout au long de cette conversation. Oui, d'abord, je voudrais dire que toute PME ou ETI qui croit à un impact sociétal positif, c'est qu'elle contribue à la création d'emplois dans son territoire et c'est pas rien. Ensuite, il y a deux manières pour nous de regarder l'impact quand on investit. Il y a de se dire qu'il y a des sociétés qui ont une vocation d'impact par nature. Elles répondent à un besoin sociétal, c'est pour ça qu'elles se sont créées et c'est pour ça qu'elles vont se développer. Donc on a investi par exemple dans le leader européen de la santé psychologique au travail, Stimulus Care Service, qui met à disposition des grands groupes, des lignes téléphoniques de soutien psychologique aux salariés au bord du burn-out. Donc ça, on a vu en période Covid combien ça avait sonné de partout et combien on a sauvé des vies là où des gens étaient au bord du craquage en permanence. On a aussi investi, par exemple, dans une entreprise qui fait la digitalisation de la chambre à l'hôpital pour améliorer le confort du patient, mais aussi permettre aux personnes âgées en EHPAD de ne pas être isolées. Donc ça, c'est une première approche. Et puis une deuxième approche que l'on combine, c'est de se dire que la plupart des PME ETI, elles sont dans l'industrie, le service à l'industrie, la logistique. Elles ne sont pas nées dans l'impact, elles ne sont pas nées pour ça. Et comment, en fait, on va les aider à finalement repenser leur propre métier pour faire cette transition absolument nécessaire, parce que réduire leurs impacts négatifs à la marge, dire bon, on va faire un peu des performances énergétiques, on va faire un peu de... ça ne suffira pas face à l'urgence des transformations en cours. Et donc, stimuler l'innovation, produits, services, procédés, repenser complètement le business model pour faire en sorte que demain, elle soit une entreprise à impact. Et ça, on le fait ici à Lyon, par exemple, avec une entreprise qui, par exemple, pose des blocs électrogènes sur des chantiers. Il faut bien, pour que les ouvriers travaillent sur les chantiers, qu'ils soient éclairés. Il faut bien qu'il y ait ces blocs électrogènes pour apporter l'énergie. Mais est-ce qu'on peut demain
les passer à l'hydrogène. Et est-ce que si ça prend 10 ans, on peut passer par l'étape biocarburant? Eh bien, c'est ça que va financer Généo, c'est cette transition-là. Je l'ai dit en introduction, vous êtes cofondatrice de Généo. C'est quoi, Fanny Lethier, le capital entrepreneur? Comment est-ce que ça fonctionne? Vous vous basez, vos fondations, c'est l'Evergreen. Je voudrais qu'on rentre dans le détail. Qu'est-ce que c'est l'Evergreen? Est-ce que ça vient d'un pays en particulier? Je crois que ça vient d'outre-Atlantique. Je voudrais que vous racontiez l'histoire d'Evergreen. Est-ce que c'est l'avenir, l'Evergreen? Oui, je pense que c'est l'avenir, l'Evergreen. Je pense que l'avenir, c'est de repenser à horizon plus long terme. Le capital entrepreneur, c'est, après tout un parcours public-privé, la conviction qu'en fait, pour faire grandir des entrepreneurs, il n'y a pas mieux que des entrepreneurs. Donc le capital entrepreneur, c'est celui des entrepreneurs pour les entrepreneurs. C'est 200 familles. Laurent Wauquiez en a cité certaines, mais il y en a beaucoup, il y en a des milliers. 200 familles qui ont fait fortune par l'entrepreneuriat et qui ont décidé de confier à Généo 600 millions d'euros pour investir dans la relève, dans les PME de demain, dans celles qui vont avoir cet impact positif. Et la première des caractéristiques, j'ai dit qu'il y en avait 4, mais c'est vrai, la première, l'Evergreen, c'est peut-être la plus importante parce que c'est la condition de toutes les autres. C'est de déverrouiller ce système d'investissement par des fonds limités dans le temps, parce que si on raisonne à 5 ans, eh bien effectivement, si on pense qu'on va sortir dans 5 ans, au bout de 3 ans, on arrête les investissements d'avenir. Et c'est pas comme ça qu'on va faire une industrie compétitive. Et donc l'Evergreen, en fait, c'est de dire, finalement, faisons comme les entrepreneurs, créons en fait une holding d'investissement qui n'a pas de durée de vie limitée, enfin 99 ans renouvelable, et qui effectivement va pouvoir être agile et accélérer quand c'est nécessaire, saisir les opportunités, il y en a plein en ce moment, ou prendre le temps quand effectivement il faut pouvoir donner 1 an ou 2 parce que l'innovation va mettre un petit moment à sortir sur le marché parce que le time to market c'est important. Donc c'est une finance agile, ça existe effectivement en Belgique, nous on s'est beaucoup inspiré de structures comme Cobepa, comme Sofina, qui ont été fondées par des grandes familles entrepreneurs belges. Il y en a énormément en Scandinavie également. Hein. Vous avez les familles issues de Lego, de Novo Nordisk, qui ont fondé des structures Evergreen. Et vous en avez beaucoup, et là il faut faire attention, beaucoup en Asie avec les fonds souverains, par exemple singapouriens, Temasek, mais aussi chinois, et aux États-Unis. Et dans la compétition mondiale, nos ETI, elles sont dans une compétition mondiale. Ce sont des sociétés de niche qui se projettent directement au niveau international. Il est important de leur donner les mêmes armes que leurs concurrents. Et la première arme, c'est d'avoir le temps. Comment est-ce que vous expliquez, nous étions à la traîne finalement en France sur ce sujet-là? Et est-ce que, deuxième question, est-ce que c'était le moment idoine pour créer Généo? Est-ce que la conjoncture actuelle, est-ce que le contexte géopolitique actuel crée les bases structurelles pour une entreprise comme Généo, selon vous? Moi, j'avais vécu la crise de 2008 à Bercy. J'étais à la direction du Trésor à l'époque et je dirigeais... On va revenir sur votre parcours après. Et en 2018, je me suis dit, ça fait un beau cycle de croissance, on va avoir un retournement de cycle. Je ne savais pas du tout qu'il viendrait d'une crise sanitaire, mais forcément, après plusieurs années de croissance, il faut anticiper un retournement de cycle. Et donc, aider les entreprises à passer les cycles, ça supposait en fait des structures d'investissement de long terme, et il y en a peu en France. Il y en a vraiment très peu. Et donc, en fait, j'ai créé Généo avec François Rivolier en mars 2019. Et assez spontanément, on s'est tourné vers les familles. Pourquoi? Parce que, et vous le voyez tous les jours dans votre métier, il y a une vraie appétence maintenant des familles françaises et des entrepreneurs français pour le private equity, qui trouvent que dans leur allocation, dans leur gestion de patrimoine, c'est un endroit où on trouve à la fois de la performance et puis beaucoup de sens, parce qu'ils connaissent, ils voient bien ce que c'est le sous-jacent, eux. Et qu'on est très en dessous de la part du private equity. La part du private equity dans le patrimoine des familles françaises est encore très basse par rapport aux États-Unis, où ça peut représenter jusqu'à 30%. Et donc, on s'est tourné vers ces familles et on a vu en fait que finalement, pour eux, le capital entrepreneur, c'est naturel. Est-ce que c'est ce qu'ils font dans leurs groupes familiaux? C'est de dire, oui, écoute, j'investis dans différentes boîtes, comme moi j'investis dans mes filiales, et puis s'il y en a une qui marche bien, je remets de l'argent, et s'il faut lui donner du temps, je lui donne du temps. Tant qu'elle est performante, tant qu'elle est en ligne avec les attentes, eh bien, je sers cette ambition-là.
et finalement rejoindre un véhicule financé par 200 familles qui ont cet ADN-là, c'est aussi une énergie extrêmement forte pour les sociétés dans lesquelles on investit. François Poupée-Quid de Bowie, que vous avez vous lancé début 2022. Bowie signifie Buyout with Impact. Est-ce que le positionnement est complètement différent de celui de Généo ? Il n'est pas complètement différent, mais il est quand même un peu différent. Je vais revenir dessus. Peut-être un commentaire sur cet aspect long terme, Evergreen et pas Evergreen, sachant que moi je ne suis pas dans un fonds Evergreen. L'Evergreen qui a effectivement cette durée devant lui, moi je ne pense pas que ce soit complètement... Enfin, les deux schémas sont tout à fait pertinents et durables. Dans les grandes masses, l'Evergreen restera toujours minoritaire, ou non pas marginal, mais les gros investisseurs institutionnels, et là on parle en milliards de dollars ou d'euros qui s'investissent dans le private equity, par rapport aux familles, c'est juste, on a 2 ou 3 zéros d'écart. C'est un autre monde. Et ces gens-là, ils veulent des fonds à durée de vie limitée. Parce qu'effectivement, et ça on l'a importé, on n'a rien inventé en France, tous ces schémas-là viennent des USA et de l'Angleterre, qui ont toujours un petit coup d'avance sur nous sur ces sujets-là. Mais les fonds à durée de vie limitée permettent aux yeux des investisseurs, et à mon avis c'est vrai, un alignement des intérêts beaucoup plus fort. Les investisseurs institutionnels, assurances, compagnies d'assurance, mutuelles, ils ont besoin de retrouver leur argent avec un rythme qu'ils peuvent un peu anticiper. Et donc la façon qu'ils ont trouvé de faire ça, effectivement, c'est de dire j'investis et je suis sûr que dans 10 ou 12 ans, quoi qu'il arrive, il faudra bien que le fonds me redonne. Alors en général, ça revient plus vite, mais il faudra bien qu'il le fasse parce que le fonds va s'arrêter mécaniquement. Et donc ça, c'est un schéma qui perdurera parce que je pense que, ou alors on change le monde de la gestion d'actifs et des compagnies d'assurance, etc. Mais ça, c'est les fonds de pension américains. Mais ça bouge, hein. On a 7 investisseurs institutionnels qui sont avec nous, dis pas y compris des assureurs. Moi, je dis que c'est 2 schémas différents qui visent la même chose. Et effectivement, moi, ma conception de l'accompagnement, on reproche souvent au private equity d'être un peu court terme. En général, c'est des durées de détention, on va dire 4, 5, 7 ans. C'est plutôt du moyen terme que du court terme. La bourse, ce serait du court terme. Vous investissez, le lendemain, vous pouvez sortir. Mais effectivement, un projet d'entreprise, quand on regarde un business plan d'une entreprise, on ne fait pas un business plan sur 10 à 15 ans. Ça n'a pas de sens. On peut avoir une stratégie à long terme et on accompagne ça sur quelques années, le temps qu'on ait pu faire des choses et faire une première étape de développement ou de transition ou d'évolution. Je ne parle même pas de révolution d'une entreprise. Donc le timing est tout à fait cohérent selon les 2 schémas. Donc je ne suis pas convaincu qu'il y ait un schéma qui va supplanter l'autre. Et effectivement, tu as raison. Il y a des institutionnels qui vont aller dans l'Evergreen et il y en a qui vont rester dans leur schéma classique de façon durable. Pour en revenir à votre question sur Bowie, nous, le constat que j'ai fait, c'est que nous, les financiers de services, sur tous les sujets de développement durable, moi, je reconnais que je ne suis pas le meilleur là-dessus. Ce n'est pas mon domaine de compétence depuis les 25 derniers. On est bon pour accompagner les entreprises sur leur stratégie, leur réflexion stratégique, leur croissance externe, leurs problèmes de réorganisation ou d'organisation. Mais le développement durable, quand c'est une entreprise qui vient de dire « moi, mon vrai problème, c'est la biodiversité », moi, je ne me sens pas le mieux pour pouvoir aider cette entreprise-là. Bien sûr, on peut toujours dire « je vais vous mettre un consultant qui va savoir de quoi on parle », mais si on veut être un actionnaire actif et pointu sur le sujet pour aider nos entreprises, il faut quand même être un peu compétent. Et donc, nous, on s'est dit, la finance telle qu'elle est aujourd'hui, sur ces sujets-là, n'avance pas assez fort et assez vite. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle avance plus fort et plus vite sur le développement durable ? Et on a essayé de réfléchir, et en partant un peu d'une feuille blanche et en voyant les inconvénients du fonctionnement habituel, on s'est dit qu'on allait créer quelque chose un peu différent. Dans cette mouvance-là, l'accompagnement, on ne change pas les fondamentaux. Et buyout, c'est bien le métier traditionnel que je fais depuis 25 ans. Ça veut dire rachat d'entreprise. Et on est là pour racheter des entreprises, investir dedans et les développer et avoir de la rentabilité, mais avoir de l'impact au sens où on va essayer de faire des choses un peu plus fortement sur le développement durable. Et donc notre concept, ça a été de dire on prend une équipe qui sera complètement hybride en compétences. La moitié sera des financiers, comme moi, et mon associé qui est dans la salle, Thomas Jeunton. Et puis, l'autre moitié seront des personnes qu'on va aller chercher dans le monde de la grande entreprise, où depuis 10 ou 15 ans,
les grandes entreprises ont mené des projets de développement durable de façon... Alors, il y a du greenwashing, bien entendu, comme un peu partout, mais il y a eu beaucoup de gros projets de transformation dans les grandes entreprises. Et donc, les expertises opérationnelles de la RSE, c'est là qu'on les trouve. Ce n'est pas dans les fonds, ce n'est pas dans les PME, parce que les PME n'ont pas de moyens, en général, pour s'embaucher une équipe de 3-4 personnes qui va faire que ça. Et donc, la moitié de notre équipe sera effectivement composée de gens qui viennent de ce monde-là pour pouvoir, tous les jours et tous les mois, accompagner nos entreprises dans leurs projets, et l'équipe RSE étant complètement intégrée à l'équipe d'investissement. Ça, plus des objectifs d'impact chiffrés qu'on va se donner pour pouvoir avancer et savoir... Parce qu'effectivement, la finance durable, si on dit je vais faire ce que je peux pour que ça aille mieux, c'est mieux que de ne pas le dire. Mais si je dis j'ai des objectifs chiffrés et si je les atteins, je suis content parce que je suis rémunéré dessus, et bien effectivement la nature humaine est telle que ça marche mieux. Donc on fait ça. Bowie, Généo, est-ce que la création de ces deux entreprises signifie que les ETE et les PMI manquent d'agilité aujourd'hui? Est-ce que c'était ça le point de départ, Fanny? Le point de départ pour moi, c'est qu'il y a une réserve importante de création de valeur et de création d'emplois dans ce tissu de PME-ETI. On a 5800 ETI, on a une réserve de 137 000 PME qui peuvent passer au-delà de ce seuil de 50 millions de chiffre d'affaires. En tout cas, moi, j'estime le vivier à 4 000 sur les 137 000. Et ça, en fait, c'est un gisement de création de valeur et de création d'emplois qui n'est pas exploité. Pour le craquer, il faut deux choses, l'apport de fonds propres et l'apport de capital humain. Et c'est peut-être ça l'essentiel. En tout cas, quand j'étais chez BPI France, j'ai créé les accélérateurs PME, les accélérateurs ETI pour ça, parce que je pense que le principal plafond de verre d'une PME, c'est ce manque de capital humain. C'est de se dire, mais oui, quand j'aurai doublé, triplé de taille, je pourrais me payer le comité de direction de mes rêves, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas. Et donc, de la même manière, je pense que ce que Généo apporte de plus différenciant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en fait le carnet de croissance. Le carnet de croissance, c'est de regarder le plan de croissance d'une entreprise et de dire qu'est-ce qui va manquer à l'entreprise pour exécuter le business plan. Et en général, un dirigeant, il sait faire 60 à 70% de son business plan tout seul. Mais justement, en fait, ce surcroît de performance, ce surcroît de croissance, c'est 30% qui manquent. Mais comment on va l'aider à l'exécuter tout en maîtrisant les risques? Et donc, on va écrire avec lui un carnet de croissance priorisé sur 3 ou 4 sujets et on va mettre à disposition des ressources humaines câblées PME. Et donc, effectivement, dans mon équipe, j'ai 10 personnes, donc la moitié de l'équipe, qui sont en fait des business partners sur les sujets digital, IT, RSE, impact, croissance externe, et qui vont vraiment être en temps partagé pour nos sociétés investies. Et puis pour les sujets qu'on n'a pas en interne, une plateforme de 70 experts qui vont pouvoir effectivement venir intervenir sur les sujets pointus, réaliser l'empreinte carbone, mettre en place un dispositif de cybersécurité, parce qu'on ne peut pas attendre du chef d'entreprise qu'il sache tout faire sur tout. Et donc, il faut le laisser sur son métier, sur ses produits, sur son marché, sur ses technos, sur ses clients, et puis le soulager là où on peut. Et le fait d'avoir 200 familles autour, mais c'est encore une source d'expérience, de réseau, de développement business qui est considérable. Donc ce sont eux les bâtisseurs de long terme dont vous parlez beaucoup dans votre communication, ça transpire vraiment ce mot de bâtisseur. Racontez-nous qui sont ces bâtisseurs, comment vous les trouvez aussi, comment est-ce que vous arrivez à créer, à fédérer une forme de communauté finalement autour de Généo? Les bâtisseurs de long terme, pour moi, c'est les héros de l'économie. Hein. Certains sont connus publiquement et d'autres se cachent mais ils sont peu discrets. Ils sont discrets, mais ils sont animés par... il y a cette flamme de dire que, eh bien, on va créer en fait un groupe, on va créer une marque, on va créer des emplois, on va laisser une trace à travers les générations. Et donc, on se projette dans le raisonnement stratégique, on se projette au moins à 20 ans parce qu'on se projette au moins à l'échelle d'une génération. Et c'est comme ça qu'on construit des groupes qui vont faire 1 milliard, 2 milliards. Et donc ici, effectivement, Laurent Wauquiez citait la famille Mérieux. C'est incroyable de voir en fait que partout dans le monde, même en Chine, Biomérieux a son nom chinois
parce que voilà, ce sont des bâtisseurs de long terme, ils agissent pour la santé publique dans le monde et à travers les générations, ils ont toujours continué à investir, se sont toujours remis en cause, ont toujours innové et aujourd'hui sont des moteurs pour le territoire. Eh bien, il y en a plein. On a des gens comme les crèches Babylou. Regardez à quelle vitesse la famille Karl en fait, a fait en fait, le leader européen des crèches. Donc Rodolphe Karl fait partie de votre communauté et donc des 200. Effectivement, de cette nature-là, effectivement, qui nous accompagnent. Et il y en a 200. Et ça, ce sont des gens qui s'expriment publiquement et qu'on admire et qu'on a envie de suivre. Mais quand on va dans les territoires, moi, chaque année, je fais à peu près 400 villes en France, d'après Google. Pourquoi ? Parce que vous en trouvez à Mulhouse, vous en trouvez à Troyes, vous en trouvez partout dans les territoires, beaucoup en Bretagne également, qui en fait ont fait des aventures de croissance incroyables. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait un besoin auquel il fallait répondre, parce qu'en fait leur responsabilité c'était de développer, de finalement répondre à ce besoin, créer de l'emploi, créer une marque, laisser une trace et finalement donner du sens à leur métier d'entrepreneur. Je voudrais qu'on revienne sur vos parcours respectifs à tous les deux. Je vais commencer par vous, François. La première fois qu'on s'est parlé, vous m'aviez confié que finalement, vous n'étiez pas destiné au départ à faire de la finance. Pour quelles raisons et comment est-ce que vous y êtes arrivé finalement ? Oui, c'est pour l'anecdote, parce que vous m'avez dit d'où je venais. Effectivement, je suis plutôt d'une famille de petits-fils et fils de fonctionnaires où le mot entreprise n'était pas très connu, donc je n'ai pas non plus une culture familiale de ce style-là. Et pourtant, moi, j'ai été assez vite attiré par l'économie, la stratégie, et c'est pour ça que j'ai été plutôt vers des études business school et ce genre-là, et que j'ai finalement commencé ma carrière dans le consulting, en management et en stratégie, chez une boîte qui s'appelait Bossard, qui était la référence française du consulting. Il y avait à cette époque-là que Bossard comme boîte française qui faisait du consulting à côté des BCG, McKinsey et autres grands américains. Et Bossard était une entreprise assez fantastique, puisque finalement, elle donnait beaucoup de place aux jeunes. Les jeunes n'étaient pas juste à faire des slides dans un coin et voir jamais le client. On allait sur le terrain et on défendait ses positions face à des entrepreneurs et face à des clients qui étaient des entrepreneurs. Et donc très vite, j'ai été au contact de ces gens-là. Et avec le sentiment déjà d'aider, parce que le consultant, il fait corps avec son client, surtout le jeune, il n'est pas là pour gérer des honoraires ou un contrat, il est là pour aider son client. Et donc on a très vite ce sentiment-là. Et puis après, j'ai compris qu'il y avait le consultant donne des conseils et le client fait ce qu'il en veut. Alors, et dans les cas, il y a des cas un peu politiques, finalement il avait besoin d'un rapport, mais une fois que le rapport est fait, on le met dans le placard, c'est bien connu. J'en ai fait des rapports qui sont allés dans des placards. Et puis des fois, le client fait ce qu'il a envie, c'est pas exactement ce que vous auriez souhaité qu'il fasse, mais il fait ce qu'il veut. Et j'ai effectivement croisé des gens qui faisaient de la finance et du private equity, et je me suis dit finalement, le private equity, la finance telle qu'on le conçoit, et le private equity n'est pas la finance boursière. Effectivement, Fanny et moi, on est bien au chevet des PME, on n'est pas à regarder des cours de bourse. Donc on assiste et on aide nos entreprises. Et j'ai constaté qu'effectivement, quand on était investisseur, on avait toujours ce rôle un peu d'aider l'entreprise, mais on était dans la décision. Contrairement à un consultant, on est vraiment dans la décision. Alors quand on est majoritaire, on est très très largement dans la décision. Quand on est minoritaire, on l'est un petit peu moins, mais on l'est quand même. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me dire finalement, je vais aller vers cette finance-là, qui ne s'appelait pas finance durable à l'époque, parce que ce concept-là n'existait pas. Moi j'ai commencé dans la finance en 95, on ne parlait pas de ces sujets-là. Et puis une dizaine d'années après, ou 15 ans après, j'ai fait une troisième finalement évolution professionnelle, ou révolution professionnelle on va dire, puisque à force d'avoir accompagné des projets d'entreprise et des personnalités des entrepreneurs, et je partage ce que tu dis sur les entrepreneurs qui sont... Alors, un entrepreneur ne se lève pas tous les jours, et il ne crée pas sa boîte en disant « je vais travailler pour mes prochaines générations ». Ça vient en cours de route. Mais ils sont tous animés d'une passion et d'une énergie par rapport à leur projet. Et donc j'ai, moi, été dans ma carrière de consultant puis de financier copilote, et j'ai eu envie de passer de l'autre côté pour devenir pilote. Et donc j'ai racheté une PME, je suis devenu entrepreneur. Donc je suis passé de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, pour être les mains un peu plus dans le cambouis. Et puis finalement j'ai racheté une entreprise que j'ai revendue 4 ans après. Et je suis revenu à mes premières amours, parce que finalement l'ADN qu'il faut pour être un entrepreneur d'une PME n'est pas le même que celui qu'il faut pour être un investisseur. Et je pense que je suis plus proche de l'ADN d'un investisseur que d'un entrepreneur, même si j'ai été, et je suis maintenant dans Bowie entrepreneur, mais le
le cœur du métier d'investisseur, ce n'est pas la même chose que celui du patron de PME qui doit tous les jours gérer des sujets pratico-pratiques sans arrêt et décider très vite, alors que nous, notre métier, et je pense Fanny, c'est pareil, nous, notre métier, et c'est ça la beauté de ce métier, c'est qu'on n'a pas tous les jours des grandes décisions à prendre, mais quand on a des décisions à prendre, c'est des grandes décisions. Donc on a toujours le temps de s'entourer, de réfléchir, et c'est des problématiques un peu plus denses que de dire j'ai ma machine-outil qui est cassée, qu'est-ce que je fais chef? Alors la PME, moi c'est ça, c'est qu'est-ce que je fais chef? Ben j'en sais rien, ben change-la quoi. Ça paraît juste idiot, mais c'est comme ça la vie d'une PME. Alors, vous parlez des ADN, de mixer des ADN, François Poupée. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours, Fanny, qui est très éloquent, original, atypique, puisque vous êtes passé du public au privé. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire, vous avez travaillé à Bercy, au Trésor pendant de nombreuses années, que vous avez façonné le futur BPI, et puis vous êtes devenue entrepreneuse. Qu'est-ce que vous gardez de ces années dans le public? Est-ce que ça vous a aidé à vous façonner à être ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous gardez de ces années? Est-ce que ça vous aide aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez repasser dans le public? Enfin bon, il y a beaucoup de questions parce que cette passerelle entre public et privé, elle est assez rare, surtout dans ce sens-là. Oui, mais ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup enrichi. C'est vrai que c'est atypique, mais il y a un fil rouge. Et donc vous avez travaillé 10 ans au Trésor, hein, c'est ça? J'ai travaillé 10 ans au Trésor, oui. En fait, je suis née dans le Nord-Pas-de-Calais, sur une terre plutôt de chômage, dans l'arrière-bassin dunkerquois. Il y avait 25% de chômage. Et ma grand-mère tenait le café du village. Et j'ai vu longtemps les ouvriers prendre le bus pour aller à Dunkerque. Et puis un jour, ils n'ont plus pris le bus parce qu'ils ont été mis à la pré-retraite d'office. Et j'ai vu les conséquences sociales du chômage. Et je me suis dit, si je peux faire quelque chose, c'est contribuer à créer des jobs dans mon pays. Et donc, quand vous avez cette conviction-là, vous vous tournez d'abord chevillé au corps, naturellement. vous vous rappelez de ça en permanence, en fait. En permanence. J'ai vu la montée du Front National très tôt et j'ai vu les conséquences sociales chez mes amis, pas chez moi. J'ai eu de la chance chez mes amis. Et je me suis dit, mais j'ai envie de contribuer à la création d'emplois dans mon pays. Donc, quand vous avez cette vocation, eh bien, vous vous tournez naturellement vers le service public. Donc, moi, j'ai fait les études hyper classiques et à 22 ans, j'étais haut fonctionnaire à la direction du Trésor pour m'occuper du financement de l'économie. Donc, je faisais de la réglementation des banques, des assurances, des marchés financiers, des fonds d'investissement pour effectivement me dire, je contribue à faire grandir les entreprises comme ça. Et puis, il y a eu la crise de 2008 où j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Madame Lagarde, une personne exceptionnelle, et où un peu au culot, je lui ai dit, mais moi, en fait, je ne peux pas supporter de voir les faillites d'entreprise, je veux diriger le CIRI. Et un peu au culot, je suis allée lui demander ça, et elle m'a nommée à 29 ans patronne du CIRI. Alors le CIRI, c'est un peu comme le Chapter 11 américain, c'est le lieu en fait où on essaye de mettre les boîtes sous cocon pour trouver des solutions entre les actionnaires, les banques, les clients, les fournisseurs et bien sûr les dirigeants, les salariés, pour finalement permettre le rebond. Et je pense que j'ai trouvé, là où je pouvais être utile, c'était d'être à côté des entrepreneurs comme accompagnatrice pour finalement prendre du recul, se dire « Ok, c'est quoi le sujet ? Où ont été les difficultés ? D'où elles viennent ? Comment on y remédie ?» Mais vous étiez en même temps au cœur des difficultés. Au cœur des difficultés, en 3 ans, avec une équipe de 5 personnes, on a aidé 600 entreprises à rebondir. Ça représentait 180 000 emplois. Des petites, des grosses. Et c'est un niveau d'activité inédit. Et je pense que c'est ça aussi qui a conduit à des plans de soutien aussi massifs, parce qu'on avait vécu 2008, et c'était au moment du Covid, je pense qu'on était encore dans le souvenir de ça pour déployer des plans de relance et des plans de soutien assez massifs. Et ensuite, comment on passe du défensif à l'offensif? Comment on ne fait pas juste essayer de préserver les emplois qui existent, mais vraiment se dire qu'il faut aussi créer les jobs de demain, ceux qui seront là pour nos enfants, nos petits-enfants. Et donc, je me suis intéressée à BPI France en me disant s'il y a bien un endroit dans la sphère publique où on est pro-business, où on est dans l'accompagnement, c'était Oseo à l'époque. Et Oseo était une très belle marque et un endroit dans lequel les entrepreneurs avaient confiance et où ils se disaient beaucoup de choses sur la situation de l'entreprise et où il y avait du conseil aux entrepreneurs. Et donc, je me suis dit, BPI France, moi, j'ai envie d'en faire un outil d'accompagnement, et y compris sur la partie fonds propres. Et donc, là aussi, un peu au culot, je suis allée voir Nicolas Dufour quand il a été nommé préfigurateur en lui disant, mais moi, j'ai envie d'en être.
Et il m'a nommée donc patronne des fonds small cap de BPI France. Et je lui ai dit, OK, mais je voudrais créer une autre business unit pour apporter du capital humain. Parce que ce que j'ai vu dans les entreprises en difficulté, c'est que le sujet, ce n'est pas l'argent. Le sujet, c'est vraiment la capacité opérationnelle à délivrer en fait ce qu'on a promis aux financiers. Et donc, on a créé les accélérateurs. On a mis 4000 boîtes dans ces accélérateurs. Et en moyenne, elles ont 25% de croissance. En moyenne. Le sujet, c'est qu'à un moment donné, elles plafonnent. Pourquoi ? Parce qu'elles ne veulent pas ouvrir leur capital à des fonds. Et donc, c'est là que vous avez créé Généo. Eh ben, on crée Généo pour dire capital entrepreneur, ici, vous avez un capital confiance qui vous apportera ce temps, ce capital humain et finalement, en fait, cet environnement entrepreneur bienveillant, mais tourné vers la performance et le sens. Qu'est-ce que cette étape dans votre vie, dans le public, qui a duré plus de 10 ans, hein, c'est ça ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui ? En quoi est-ce que c'est un plus dans votre quotidien chez Généo ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez particulièrement apprises là-bas ? D'abord, j'allais dire, c'est quand même un lieu, enfin, c'est un concentré d'expertise et d'intelligence rare. Hein. Et donc, moi, je suis très heureuse toujours quand je vois un haut fonctionnaire aller vers l'économie réelle, parce qu'il ne faut pas que ces intelligences restent coincées dans le secteur public. Il faut qu'elles aillent s'aimer dans toute l'économie. Et inversement, je pousse beaucoup quand des gens qui ont commencé dans le privé ont l'occasion de faire quelques années dans la sphère publique, je les pousse beaucoup à y aller parce que, en fait, on y apprend vraiment des rouages, en fait, des systèmes de réflexion et d'intelligence stratégique à long terme qui sont aujourd'hui très précieux quand on veut prendre du recul sur une situation. Et puis, on est aujourd'hui dans un pays qui est beaucoup trop cloisonné. Ce cloisonnement entre la sphère publique et la sphère privée, il ne fonctionne pas. Il faudrait qu'on fasse le pacte français pro-business qu'ont fait les Allemands. Et donc, moi, je suis très attachée à casser ça et à créer des ponts entre les deux. Et donc, on a, en fait, aujourd'hui, c'est moi le business partner, dont je vous parlais tout à l'heure de nos business partners RSE, Digital Impact. Moi, je suis le business partner secteur public qui aide nos entreprises à décoder un petit peu les codes de l'administration, les codes de l'Union européenne aussi, la réglementation, pour finalement décoder le cadre dans lequel évoluent les entreprises. Et on peut faire bouger les lignes par des dialogues intelligents, on peut pousser à des amendements législatifs, on peut effectivement faire bouger une doctrine de l'administration fiscale, à condition que ce dialogue s'établisse et qu'il s'établisse en se disant qu'est-ce que ça va apporter de plus à la France. Le point commun, le grand point commun, c'est l'engagement. Moi, dans la fonction publique, les hauts fonctionnaires sont animés par ce qu'ils appellent l'intérêt général. Mais moi, je retrouve la même chose dans la sphère de l'entreprise, c'est l'engagement. Parce que tous les jours, quand un entrepreneur se lève le matin, c'est pour donner du boulot à ses gars ou c'est pour répondre à un besoin client qui est un besoin sociétal aussi. Mais cet engagement, il était identique dans la sphère publique ? Vous le ressentiez aussi ou pas ? Ah oui, pour arriver dans la haute fonction publique, il faut quand même une certaine résilience. Il faut voir la sélectivité dans les concours à l'entrée. Les gens qui y vont pour de bonnes choses, ils n'y vont pas pour le salaire. Je tiens à préciser qu'un haut fonctionnaire de Bercy gagne bien moins sa vie qu'un entrepreneur. Mais il y va parce que ça lui apporte une satisfaction personnelle et parce qu'il a le sentiment de pouvoir avoir un impact et de servir l'intérêt général. Et je retrouve ça dans l'entrepreneuriat. On ne sacrifie pas un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pense à sa boîte tout le temps, qui est à 100%, y compris le week-end, y compris pendant les vacances, etc. C'est bien parce qu'il est mu par un sentiment et un engagement qui le dépasse. Et c'est le grand point commun. On a compris les convictions qui étaient les vôtres, François, Fanny. Quelles sont les difficultés maintenant que vous rencontrez ? Parce que j'imagine qu'il y en a de nombreuses. François Poupée, difficulté à conjuguer la finance positive avec le private equity qui finalement draine l'argent des investisseurs particuliers via ces fonds et family office. Est-ce que le travail de persuasion, il est délicat, il est primordial ? Comment est-ce que vous le vivez ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien ? Il y a effectivement, c'est pas toujours facile. Il y a d'abord un travail d'explication,
parce que notre métier n'est pas si connu que ça, ou mal connu. Il y a beaucoup parfois même de fantasmes ou de mauvais jugements sur le sujet. Et puis après, il y a la persuasion, une fois que les gens ont bien compris. Mais finalement, on a souvent moi je trouve, avec les personnes physiques, qu'elles soient très fortunées ou pas très fortunées, mais qui ont envie de faire des choses comme ça, depuis quelque temps, donner du sens à son investissement et à son épargne devient quelque chose qui est de plus en plus fort chez les gens. Les gens sont tous citoyens et responsables, y compris que maintenant, effectivement, il valait peut-être mieux investir dans des PME françaises que dans des fonds américains qui vont faire peut-être une belle plus-value financière, mais avec moins de sens dans son investissement. Ça, effectivement, les gens en prennent bien conscience. Et ça, c'est pas la difficulté. Après, la difficulté, c'est les gens qui vous disent « mais moi, je suis quand même aussi responsable de mon patrimoine ». Et là, on a deux écueils, moi, je trouve, en rencontrant ces gens-là, deux écueils assez classiques. C'est le premier, la personne qui vous dit « je fais déjà de la philanthropie avec mon argent, donc je ne vais pas en plus faire de la finance durable ou de l'impact ». Alors, il faut quand même expliquer que ce n'est pas tout à fait la même chose. La philanthropie, c'est très bien, hein, mais si la finance n'est pas durable, elle va aller dans le mur, et finalement, tout va aller dans le mur. Donc ça, il faut arriver, et ça, c'est de plus en plus facile, ça passe beaucoup mieux. Le deuxième point, qui je trouve assez difficile, c'est qu'il y a parfois une confusion entre l'impact investing originel et puis la finance durable. Il y a des gens qui vous disent « je fais déjà de l'impact investing ». Mais ça ne rapporte rien. Donc la finance durable, c'est bien gentil, mais j'en ai plus envie. Et là, il faut arriver à expliquer que ce n'est pas tout à fait pareil, qu'effectivement, l'impact investing qui vise à investir dans des PME intrinsèquement, c'est ce que disait Fanny tout à l'heure, dont l'activité est intrinsèquement vertueuse en termes de développement durable, sont souvent des start-up, des boîtes innovantes avec plein d'idées, plein de projets, et plein d'équipes qui ont plein de choses en tête, mais le risque est beaucoup plus fort, et statistiquement, la rentabilité est beaucoup plus faible. À l'inverse, dans les PME plus matures, qu'on fasse du développement ou de la transmission, le risque est beaucoup plus faible. Hein. Si vous investissez pour aider une entreprise qui a déjà 50 ou 70 ans derrière elle et qu'on est à la deuxième génération, bon, le risque que ça parte en vrille dans les 6 ou les 6 ans qui viennent est quand même beaucoup plus faible. Et donc, il faut arriver à argumenter que la finance durable, il y a plusieurs segments dans tout ça, et il ne faut pas se tromper. Et donc, chacun doit diversifier son patrimoine. C'est bien de mettre un peu en philanthropie, c'est bien de mettre un peu dans l'impact investing si vous voulez vraiment faire des choses qui ont un impact très marqué, très fort. Mais il ne faut pas oublier que votre patrimoine, il faut aussi le diversifier dans des produits qui sont des produits rentables, peu risqués. Et ça, une fois qu'on a un peu débugué des écueils-là, ça va assez vite. Le reste est un peu plus technique. Est-ce que je vais dans tel ou tel fonds, dans tel ou tel segment, etc. Mais ça, là, on rentre dans le débat où ça y est, la personne est convaincue qu'elle va faire un peu de private equity. Maintenant, il faut lui dire dans quel endroit tu vas le mettre. Et ça, après, c'est chacun dans la compétition, parce qu'on est tous quand même plus ou moins en compétition, y compris pour la levée de fonds. La compétition principale, c'est pour gagner des dossiers, si je puis dire. Hein. Mais en amont, c'est gagner des investisseurs. Donc chacun vante ses mérites ou ses positionnements. Mais le principal, c'est vis-à-vis des particuliers, hein, c'est vraiment ces deux écueils-là pour moi. Ouais. Moi, je dirais qu'il faut casser deux préjugés. D'abord, le premier, que performance et impact s'opposeraient. C'est exactement ce que tu dis. Et vraiment, là, j'ai la conviction exactement contraire. Nous, quand on a créé Généo, on s'est dit on va surperformer le premier quartile de capital développement. Et 3 ans et demi après, quand on regarde notre portefeuille, en fait, c'est le cas. Et on est au-dessus en fait, des performances qu'on avait annoncées en levée de fonds. Au bout de 3 ans et demi, sachant que ça veut dire que la moitié de nos lignes sont valorisées at cost. Hein. Nos 7 premiers investissements ont fait 25 acquisitions. Justement parce qu'en période Covid, ils avaient le sentiment en fait, que c'était le bon moment pour eux d'accélérer, pendant que les autres en fait, finalement souffraient. Il y avait des opportunités de consolidation pour elles et elles l'ont fait. Et donc cette approche qui fournit du capital humain, qui recherche l'impact sociétal, il va faire de la performance et c'est déjà en train de se démontrer. De la même manière, une entreprise qui innove aujourd'hui pour faire de l'impact, qui met des budgets R&D, CAPEX, pour changer ses produits, ses services, ses procédés, c'est une entreprise dont le multiple de valorisation va augmenter.
Une entreprise qui ne fait rien sur ces sujets, elle est morte demain. Je rappelle que d'après la réglementation SFDR, aujourd'hui, quand on passe en comité d'investissement et qu'on regarde une entreprise, on doit documenter les risques de durabilité et dire comment ça va impacter la valorisation à la sortie. Si moi, aujourd'hui, je me dis ça va impacter négativement, je ne fais pas le deal ou alors je dégrade significativement la valo dès aujourd'hui parce que, en fait, je sais que cette entreprise-là, elle est pas morte demain, mais en tout cas, elle aura une grosse perte de valeur. À l'inverse, si je vois une entreprise dont je me dis il y a un potentiel là, mais on n'a pas encore fait ces investissements et ensemble, on va les faire et on va les aider à exécuter, mais là, j'y vais parce que probablement, en fait, je prends un tour de multiple en plus à la sortie, rien que sur ce sujet-là. Et le deuxième préjugé à casser, c'est que long terme et liquidité, ça s'oppose. Evergreen, en fait, ça voudrait dire que les gens ne peuvent pas sortir et qu'ils sont scotchés avec leur investissement. Mais ce n'est pas vrai, c'est plus liquide que n'importe quel véhicule, parce que chaque année, vous avez une assemblée générale de 200 actionnaires, de 200 familles, qui se disent « Ok, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'on réinvestit ? Est-ce qu'on est déçu ou on a des projets personnels à financer et on sort ?» Et ça, en fait, c'est de la gouvernance, c'est de la transparence, et c'est beaucoup plus liquide que n'importe quel fonds. Juste un point sur la notion de confiance dont je parlais à l'instant avec François. Cette notion absolument primordiale, vous accompagnez, on l'a dit Fanny, 25 entreprises. Comment est-ce que vous inspirez confiance? Comment est-ce que vous arrivez à libérer les énergies? J'ai envie de dire que la confiance que vous créez avec les entrepreneurs, il faut que vous la travailliez aussi chez vous, parce qu'il faut que vous inspiriez confiance pour qu'ils vous fassent confiance. Et puis il y a aussi cette notion de résilience qui est propre à la conjoncture actuelle. Quelle est l'importance de la résilience aujourd'hui? Ça fait beaucoup de questions, à chaque fois j'en ai plusieurs. Alors sur la confiance, ça c'est important et elle se construit à tous les étages et elle se construit dans le temps. Mais le premier élément, c'est déjà en fait comment vous alignez les intérêts. Comment vous faites en sorte que si ça marche pour tout le monde. Si c'est difficile pour tout le monde. Et donc quand on construit des montages en fait, et si on dit on va doubler la valeur de l'entreprise, mais où va aller la valeur ? À qui ? Et qui a intérêt au développement ? Et donc ces montages qui alignent les intérêts, c'est fondamentalement important. Nous, on pousse beaucoup à l'actionnariat salarié. On reverse en fait un tiers du carry interest de l'équipe à un fonds de dotation. On fait en sorte que toutes les parties prenantes aient intérêt à travailler dans la même direction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Quand on dit aux entreprises, on va vous réunir aujourd'hui parce qu'on pense qu'il faut que vous réfléchissiez à votre raison d'être, parce qu'on pense qu'il faut que vous fassiez votre bilan carbone, parce qu'on pense qu'il faut mettre en place de l'actionnariat salarié, et vous, Généo, vous faites quoi ? Eh ben, on est la 26e entreprise et on se met dedans et on le fait aussi nous. Et ça s'est vu beaucoup en période Covid, quand la crise a éclaté. On a fait ce qu'on appelle des Génécamp, où vraiment on se réunissait pour dire ok, comment on fait là sur le télétravail, comment on fait pour remotiver les équipes, est-ce qu'on est là pour prendre soin de la santé psychologique au travail, est-ce que c'est pas le moment de faire de la croissance externe, mais on le disait, et Généo, voilà ce que nous on va faire. Quand on a mis en place notre collecte RSE sur 80 indicateurs, on l'a fait pour nous aussi. Quand on leur a dit fais ton bilan carbone, on l'a fait nous aussi. Ça c'est super important d'être aligné et d'être entrepreneur soi-même. Et c'est pour moi un facteur de confiance important. Et puis le troisième, c'est la gouvernance d'entreprise. Parce que la confiance, c'est aussi avec les entrepreneurs qui sont au-dessus, auxquels on doit rendre des comptes, parce que c'est quand même leur épargne qui est au travail dans ces entreprises. Et donc c'est la gouvernance. Et donc on a la chance d'être société d'investissement et pas fonds. Ça veut dire qu'on a un board, ça veut dire qu'on a une assemblée générale, ça veut dire que pour le suivi de notre raison d'être, on a un comité de parties prenantes qui nous évalue sur notre impact réel et qui assure qu'on ne fait pas de l'impact washing. Et ces éléments-là de transparence et de compte-rendu, on fait à peu près 2 ou 3 communications par mois à nos investisseurs, sous des formes variées, physiques, événements en région, visio, newsletter. Eh bien, ça participe aussi de la confiance parce qu'on ne se cache rien. François Poupée, dans combien de temps est-ce que la finance française sera entièrement positive selon vous ? Ça, c'est une question difficile. Parce qu'on... on va dire le plus rapidement possible. Pour rebondir sur ce que vous dites sur la confiance, je pense qu'effectivement, elle se construit avant de faire une opération. Et après, dans la durée, il faut la maintenir. Effectivement, moi, je partage ce que tu dis, c'est il ne faut pas faire de fausses promesses. Parce qu'effectivement, dans une opération,
on investit, on accompagne, mais si on a fait des fausses promesses avant et qu'on ne les respecte pas en disant finalement quand il y a besoin de nous, on n'est pas là, certes la personne de toute façon elle est entre guillemets scotchée avec nous pendant un certain nombre de temps, mais après elle ne reviendra plus, elle ne dira pas forcément du bien de vous, et moi mon premier argument entre guillemets de vente quand je suis en compétition pour regarder un dossier, c'est appeler les 30 patrons de PME que j'ai accompagnés dans les 20 dernières années. Et vous verrez bien ce qu'ils vous disent. Voilà leur téléphone et appelez-les librement. Et si vous avez 30 qui vous disent finalement c'était très bien, même dans les dossiers qui sont mal passés, parce que ça arrive, on n'a pas tous des succès, toutes les boîtes ne font pas 25% de TRI, il y en a qui ne se portent pas bien et qui se retrouvent au CIRI. Moi j'en ai une dans ma carrière qui s'est retrouvée effectivement au CIRI avant que tu sois là-bas, mais des fois ça se passe mal. Et bien effectivement, c'est là qu'on voit comment l'actionnaire s'est comporté avec son dirigeant. Si dans les moments difficiles, on a tous mouillé le maillot en même temps, ou si l'actionnaire s'est dit, écoute, désolé, mais moi, juridiquement, il faut que je fasse attention parce que mon risque, les avocats me disent qu'il ne faut pas que je mouille le maillot, hein, ce que disent les avocats. Donc si, on peut quand même mouiller le maillot sans prendre trop de risques juridiques quand même. Donc ça se construit effectivement dans la durée. Quand est-ce que la finance durable sera partout, je pense qu'il y aura toujours des poches et des gens qui diront tout ça m'intéresse pas, j'y crois pas. Bon, je pense que ça va devenir marginal parce qu'on voit bien qu'il y a un cercle vertueux qui va s'installer. Si on fait tout ce qu'il faut, les entreprises vont prendre de la valeur. Et même si on est très cynique, on peut dire, moi finalement, l'extra-financier, ça m'est égal. Ce que je vise, c'est que le financier, mais il y a un cercle vertueux qui va nourrir l'un et l'autre. Moi, je vise les deux et je crois aux deux. Hein. Je ne dis pas que je ne crois pas à l'extra-financier, mais effectivement, il y a un cercle à l'inverse qui va être vicieux, c'est que les entreprises qui ne le font pas vont perdre en valeur, vont perdre en liquidité, elles ne seront pas vendables, et donc elles vont détruire de la valeur. Et elles n'auront plus de talent, parce que les jeunes, y compris sur les fonds d'investissement, demain, un fonds d'investissement qui n'a pas une approche comme on l'a là, je ne sais pas comment il va embaucher des jeunes chargés d'affaires, parce que les jeunes chargés d'affaires, c'est plus le salaire qui compte. Les salaires, on les aligne comme il faut, mais effectivement, c'est un point clé pour embaucher des jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites sur ces sujets-là? Pour nous, comme pour n'importe quelle PME. On est des PME. Donc ça va s'installer. Et chez les investisseurs, on a déjà vu ce que je disais sur les privés, qui sont déjà sensibilisés à ça. La grande question, c'est à quel rythme les investisseurs institutionnels vont eux-mêmes quand même un peu plus bouger là-dessus, et moi je sens que le monde évolue là-dessus, même si vous avez les patrons de Blackstone qui disent je ne suis pas là pour sauver la planète alors qu'il gère 1000 milliards de dollars, donc on pourrait dire qu'il a un impact quand même significatif sur ce qu'il va faire, et il dit je ne suis pas là pour ça, je suis là pour donner de l'argent à mes souscripteurs, ce qui est vrai aussi, mais à quel rythme tous ces gens-là vont quand même un peu basculer, et plus ça va, moi je suis convaincu que si on ne le fait pas, on aura de moins en moins d'investisseurs aussi. Et donc, tout ça est vertueux. Alors, combien de temps ça va prendre? Moi, je dis dans 5 ou 6 ans, tout le monde sera comme nous. Tout le monde aura un carry, une plus-value indexée sur les objectifs. Tout le monde aura des équipes compétentes sur ces sujets-là. Vous voulez réagir? Moi, je voulais dire au maximum 20 ans, c'est-à-dire l'échelle d'une génération. Une génération pour changer les dirigeants des sociétés de gestion de private equity, une génération pour changer les décideurs publics et faire bouger les lignes dans l'encadrement réglementaire des banques et des assurances. C'est déjà à l'œuvre. Le fait que les familles en fait, augmentent considérablement leurs investissements en private equity, ça fait bouger les lignes du monde de la finance. Il y a déjà des assureurs qui financent des evergreens comme Généo, et ça va prendre de plus en plus d'importance parce qu'ils vont voir la performance. Et ils en ont besoin pour l'assurance vie de la performance. Et donc, maximum 20 ans. C'est pas tout près quand même. Oui, mais vu ce qu'on vient de vivre, c'est court. Je suis plus optimiste sur le temps, tu vois. Votre énergie et votre audace à tous les deux infusent, transpirent dans vos propos. Malheureusement, cette conférence, elle touche quasiment à sa fin. Est-ce que vous avez une source de fierté? Est-ce qu'il y a un deal, un accompagnement, Fanny, François, qui est une vraie source de fierté dont vous vous rappelez toute votre vie, Fanny? En termes de deal, il y en a beaucoup parce que sur les 25 sociétés dans lesquelles on a investi, il y en a déjà 20 qui sont leaders européens sur leur niche. Donc avec les 25 acquisitions, on a fait beaucoup d'acquisitions en Europe et donc on a fait en sorte que les talents français en fait, se développent à l'international. Mais ma plus grande fierté, c'est plutôt que comme la création de valeur commence à se matérialiser,
eh bien, le fonds de dotation de Généo commence à grandir. On distribue un tiers du carré d'intérêt vers ce fonds de dotation. Et donc, le mois prochain, en fait, on aura la remise de diplôme à l'école de production de Lens, qui prend des jeunes décrochés scolaires à partir de 15 ans et qui, en 3 ans, en fait, les forme à un CAP. Et la promotion qu'on a soutenue, donc ce sont des garagistes, eh bien, à 100% de réussite. Et ils ont déjà tous trouvé un job dans la région des Hauts-de-France en sortie d'école, donc 100% de réinsertion dans l'emploi. François ? Non, moi je dirais que ma plus grande fierté, c'est quelque part, on a fait l'exercice récemment, parce qu'un investisseur nous le demandait, combien d'emplois on avait créé dans l'ensemble des participations. On a fait le compte et du coup on est à presque 2000 emplois créés sur nos portefeuilles. Et je trouve qu'effectivement, comme la mesure de l'impact social, aujourd'hui de façon synthétique, c'est la création d'emplois. Après, de façon plus anecdotique, moi je me souviens d'une opération où on a fait une opération. J'étais jeune directeur à l'époque. Et puis 1 an après, dans la première année, le deal, le chiffre d'affaires s'effondre. Mes chefs disent c'est le dirigeant qui ne tient pas la route, il faut le virer, etc. Et je suis le seul à essayer de défendre que ce n'est pas de sa faute et que je maintiens moi-même ma confiance et qu'il faut sauver sa tête. J'arrive à sauver sa tête. Finalement, il n'est pas viré. Et puis finalement, le deal devient 3-4 ans après ou 5 ans après, on est resté 5 ou 6 ans, une très belle opération, très belle performance. Et cette personne-là, quelques années après, plusieurs années après, on va dire presque 7 ou 8 ans après, quand moi j'ai racheté mon entreprise, que je suis devenu patron opérationnel de mon entreprise, je lui ai demandé, est-ce que tu veux venir dans mon conseil stratégique pour m'aider dans mes réflexions, parce que je suis un peu seul dirigeant et du coup ça me ferait du bien si tu peux m'accompagner. Et effectivement, je trouve que c'était un beau retournement de l'histoire. Et on parle de la confiance et des relations qu'on peut nouer avec les entrepreneurs. On peut nouer des vrais liens forts avec les dirigeants. Et là, je trouve que c'est un beau retournement. J'étais à un moment donné son actionnaire majoritaire. Et après, je lui ai demandé de venir m'aider, moi, en tant que dirigeant. Donc c'était un beau retour. Et je suis toujours ami avec cette personne. J'ai vendu ma boîte depuis quelques années, mais on se voit toujours. Voilà. J'ai une dernière question pour vous, Fanny, avant de clore cette jolie conversation, parce que vous êtes entrepreneuse, mais aussi parce que vous êtes une femme. Alors, je rappelle que vous êtes administrateur de différentes entreprises, Biomérieux, Aéroport de Paris ou l'Institut français des administrateurs. On le voit avec le mouvement MeToo, on le voit avec l'énergie, avec le chemin qui est parcouru par les femmes, que ce soit dans le monde politique, dans le monde entrepreneurial, dans le monde économique aujourd'hui. La parole, elle se libère à tous les niveaux. Est-ce que vous voyez vraiment un point de bascule? Est-ce que vous voyez les choses évoluer? Est-ce qu'il y a encore des verrous que vous souhaiteriez voir être levés pour que ça bouge encore plus vite pour les femmes dans le monde économique aujourd'hui? Quel est votre souhait? Mon souhait, c'est que tout le monde puisse reconnaître que la diversité, quelle qu'elle soit, parité homme-femme, France internationale, senior, junior, la diversité est facteur de performance et d'intelligence. On vit dans un monde qui est tellement complexe aujourd'hui que dans notre métier du capital investissement, si on n'a pas un comité d'investissement diversifié, eh bien on ne prendra pas les bonnes décisions. Donc il ne faut plus faire des clones, il faut construire des équipes de diversité. La parité homme-femme, c'est un des éléments de la diversité et c'est tout à fait possible de l'atteindre. Moi, je suis arrivée chez BPI France, ma source d'étonnement, c'était que parmi mes investisseurs, il n'y avait que 16% de femmes. 5 ans après, j'avais porté cette part à 45%. Ça ne m'a pas semblé difficile. Chez Généo, j'ai dit on aura la parité parce que je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas. On est 6 associés, 3 hommes, 3 femmes. On est 20, 10 hommes, 10 femmes. Et tous les jours, je m'en félicite. Et je n'ai pas trouvé ça difficile. J'ai juste dit que je voulais 50% de femmes et j'ai beaucoup de femmes de talent qui postulent. Et puis, du coup, je me dis pourquoi les autres trouvent ça difficile ? On peut trouver ça difficile si on pense qu'un investisseur, c'est toujours le même profil. Mais moi, si je pense que je veux mettre la meilleure équipe autour d'un dirigeant, eh bien, je veux des gens qui aient des expériences diverses, des parcours divers, et je vais aller les chercher en stratégie, je vais aller les chercher en audit, je vais aller les chercher dans des startups, je vais les chercher dans l'entrepreneuriat, et je vais me dire qu'ensemble, en fait, ils font le cerveau collectif qu'il faut pour l'entrepreneur. Et à ce moment-là, c'est pas dur de recruter des femmes. Donc, il y a deux sujets, c'est d'abord, il faut que les femmes y aillent.
moi, elles viennent chez nous parce qu'on a dit en fait qu'on voulait la parité. Du coup, elles ont vu Généo, tiens, on va contacter Généo. Comme les autres le disent pas ouvertement, elles osent pas y aller. Alors moi, je leur dis, vous savez, ma grand-mère m'a toujours dit, tant que t'as pas essayé, tu sais pas. Moi, chaque fois que j'ai demandé, j'ai obtenu. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais même si ça marchait pas, c'est pas grave. On joue pas notre vie sur une démarche en fait professionnelle. Donc il y a ça. Donc moi, je suis mentor, je suis coach de jeunes femmes pour leur dire, écoutez. Les filles, franchement, il n'y a pas de raison. Et deuxièmement, il y a effectivement faire bouger les lignes sur l'avenir de notre métier. Donc moi, je crois que c'est plus un métier de financeur, en fait. C'est un mélange entre de la finance, du conseil et du réseau entrepreneur. Et faire bouger, en fait, le métier dans ce sens, c'est dire on est une solution de croissance pour des entreprises. Eh bien, ça suppose, en fait, d'autres équipes, des profils beaucoup plus divers. Et évidemment, les femmes ont leur place, comme les internationaux ont leur place. Et c'est vrai que moi, je crois aussi à la mixité senior-junior. On a supprimé toute la couche intermédiaire. On a soit des très seniors, soit des juniors dans lesquels on croit, parce que vraiment, ils nous font accélérer tous les jours par leurs convictions et leur engagement sociétal, et puis leur nouvelle façon de voir l'économie et le monde du travail. Merci beaucoup, Fanny, François. Merci à vous pour votre écoute. Merci, Fanny et François, pour vos précisions, la richesse de vos propos et puis votre sincérité. C'était un très bon moment ce matin, un plaisir de vous avoir pour cette conversation croisée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci.